Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cet événement autour de l'e-sport et de l'e-event. On vous accueille dans notre studio, le Stadium Live, au Stadium du TFC à Toulouse. Alors depuis le début de la crise du Covid, le monde s'est fortement digitalisé, télétravail, montée en puissance des webconférences, succès massif des plateformes de streaming. Il n'est plus possible pour les publics de se rassembler. Logiquement, la question se pose, et si le futur de l'e-sport et de l'événementiel passait par le 100% digital? Serait-ce un modèle qui fonctionne? Serait-il fait pour durer? Quelles leçons tirer de cette période de confinement et de notre expérience du 100% digital pour l'avenir de ces deux secteurs? Nous allons tâcher d'y répondre avec nos invités. Au premier rang desquels, Anne-Manuelle Hébert, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Dépêche Event. Désiré Koussao, bonjour. Vous êtes président d'honneur de Futurolan et ancien dirigeant de SL France. Et avec ce très beau néologisme en distanciel, tout se passe bien de votre côté? Très bien, heureux d'être parmi vous. Stéphane Gambier est à ma gauche. Bonjour, vous êtes président d'ABAC Audiovisuel. Bonjour Boris. Merci d'être avec nous. Et enfin, le dernier, mais non le moindre, c'est Hugo Hurtado. Bonjour. Bonjour Boris. Vous êtes directeur de l'agence e-sport. Restez avec nous, Hugo, parce qu'on va se focaliser dans un premier temps sur le marché de l'e-sport. Pour partir sur une base commune, qu'est-ce qu'on entend par e-sport, Hugo? Alors on connaît tous les jeux vidéo. L'e-sport, c'est simplement la partie compétitive du jeu vidéo. C'est deux joueurs ou deux équipes qui s'affrontent sur un support électronique, donc un jeu électronique, dans l'objectif d'obtenir une victoire. De façon très simple, s'il faut retenir une seule chose, c'est celle-là. Je vais combler mes propos. Il faut faire une attention particulière entre le sport et l'e-sport. Souvent, quand on parle d'e-sport, pas mal de personnes ont l'impression que c'est juste la simulation d'un sport qui existe déjà, comme FIFA le fait par exemple pour le football, comme PES le fait pour le football, ou comme Gran Turismo le fait pour la simulation de course automobile. Mais l'e-sport englobe l'ensemble des pratiques compétitives du jeu vidéo et également finalement de l'e-sport qui n'existe pas en sport traditionnel, comme par exemple des combats de magie avec des MOBA ou etc. C'est important de le souligner. Tout à fait. C'est un sujet dont on parle beaucoup, on entend beaucoup parler de ce terme. On sait qu'il y a un succès considérable, alors plutôt chez les jeunes, hein, pardonnez-moi, on voit mes cheveux poivre et sel. Quelques chiffres quand même pour nous donner, pour nous faire toucher du doigt ce phénomène. Alors, je vais me permettre une question. Est-ce que tu considères que 40 ans, c'est jeune? C'est une question piège. Oui. Alors, il faut savoir que la moyenne d'âge d'un joueur de jeux vidéo en France est 40 ans. Non, mais je suis d'une mauvaise foi crasse. J'ai à titre personnel une PS5 et je suis très gamer. Donc, donc ça touche pas forcément un public qui est constamment jeune. Et justement, c'est ça qui est intéressant, cette intergénérationnalité qu'on voit de plus en plus, à la fois dans le jeu vidéo et à la fois dans l'e-sport. Donc les quelques chiffres, c'est vraiment cela, que 70% de la population française est consommateur régulier de jeux vidéo. Quand je parle de régulier, c'est environ 2 à 3 heures de consommation de jeux par semaine. Donc c'est relativement important dans la scène française. Et les premiers produits culturels vendus en France, alors on peut en dire ce qu'on veut, mais le premier produit culturel en France vendu, c'est FIFA. Donc ça reste du jeu vidéo et c'est quand même un marché qui est relativement porteur, à la fois pour les industries françaises et les industries internationales, mais on en reparlera avec Désiré. j'ai l'impression que vous allez souvent faire ce discours, Hugo. Je vous ai déjà entendu le dire. Donc là, j'ai mea culpa parce que je suis parti directement dans les clichés. Il faut à chaque fois déconstruire ce lieu commun d'associer le jeu vidéo, un, à une pratique marginale et deux, à une pratique des jeunes uniquement. Quelques chiffres, justement, d'autres chiffres et plus de précision avec vous, Désiré. Vous êtes, ce n'est pas honteux de le dire, un vieux de la vieille dans le gaming. D'un seul coup, je viens de me prendre 10 ans de plus. Mais oui, ça fait effectivement 20 ans que je travaille dans le monde de l'e-sport. Donc, je commence à comprendre et à bien percevoir les dessous du business, comme on dit. Oui, quelques chiffres peut-être pour replacer tout ça. Alors, dans le monde, l'e-sport, c'est environ 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, hein. C'est les chiffres qui circulent, même si je pense que c'est beaucoup plus, parce que ça n'inclut pas un certain nombre de revenus directs des éditeurs qui partagent pas trop leurs chiffres. En France, la même étude nous amène plutôt autour de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le secteur de l'e-sport, partagé entre les équipes, les organisateurs d'événements, les joueurs, enfin bon voilà, un peu toute la filière. Et en termes de nombre de joueurs, alors il y a une étude Francis Sport qui est sortie l'année dernière qui évalue autour de 8 millions de joueurs et de consommateurs d'e-sport, et on va dire 3 millions d'e-sportifs
amateurs ou semi-professionnels qui sont dans le secteur. Donc voilà, c'est juste pour cadrer un petit peu ce que ça représente en termes de pratique et de business en France. Désiré, vous avez une position particulièrement privilégiée dans l'e-sport, parce que, bon, c'était une petite boutade sur le fait que ça fait longtemps que vous y êtes, mais justement, fort de votre expérience, racontez-nous un petit peu son évolution par rapport aux prémices, quand vous avez commencé à mettre le doigt dans l'engrenage et jusqu'à aujourd'hui. Oui, donc moi j'ai un parcours qui est assez particulier parce que je ne suis pas joueur à la base et donc j'ai croisé le monde de l'e-sport tout à fait par hasard par des jeunes qui pratiquaient dans un club informatique dont j'étais président et donc il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, je suis tombé, j'ai croisé leur chemin et je me suis passionné pour ça. J'en ai fait d'abord une passion comme beaucoup. L'e-sport est beaucoup composé, le monde professionnel de l'e-sport est beaucoup composé d'anciens bénévoles, membres d'associations qui en ont fait leur métier. Et c'est tout à fait ce qui m'est arrivé puisque au bout de quelques années après avoir commencé à développer avec mes amis de l'association Futuroland la Gamers Assembly, j'ai été happé par le monde professionnel, par le groupe ESL, qui est le plus gros organisateur d'événements au monde, un groupe allemand, qui m'a sollicité pour développer les activités événementielles et dont j'ai été dirigeant donc jusqu'à la fin de l'année dernière. Donc j'ai cette grosse expérience du milieu associatif et communautaire et aussi cette expérience très business puisqu'on a réussi à développer une grosse activité e-sportive professionnelle grâce à ESL en France. À l'instar du rugby qui est passé de l'amateurisme au professionnalisme, il y a de l'argent qui a afflué. De quelle façon ça s'est transformé justement pour vous? Oui, alors moi, à titre personnel, effectivement, au départ, c'était une activité associative où on essayait quelque part de convaincre le monde que l'e-sport n'était pas juste un loisir, mais pouvait, au même titre que le sport, devenir une activité professionnelle. Et moi, j'ai effectivement pris cette dimension-là en apportant, on va dire, ce côté un petit peu promotion des marques, puisque c'est du marketing en fait, l'e-sport, comme le sport. Ce qu'on vend, c'est alors je vais utiliser des termes un peu barbares, mais brand awareness, sponsoring. Donc c'est vraiment le gros du business dans l'e-sport, c'est vraiment essayer d'amener les marques à se légitimer sur une cible jeune, technophile, etc. En s'associant à cette pratique qui est plutôt aujourd'hui là très jeune par rapport à tous les autres sports. Voilà, donc c'est de là que mon parcours m'a permis de diriger cette boîte d'une quinzaine de personnes qui m'ont un peu freiné évidemment par la Covid. Alors à la base, l'e-sport, c'est pas un sport qui est destiné à être online, enfin qui est destiné à être 100% digital, parce que c'est des gens qui se rencontrent dans un même lieu et qui jouent les uns contre les autres. Comment ça s'est passé justement? Comment ça a évolué du fait du confinement et du Covid, Alors, le business? déjà, il faut savoir une chose. Hugo parlait tout à l'heure du marché du jeu vidéo et du gaming. Faut éviter de faire la confusion entre le jeu vidéo, le gaming, d'une part, et l'e-sport. Lorsqu'on parle d'e-sport, on parle d'affrontement, de confrontation entre deux joueurs ou deux équipes. Ça, c'est important. Donc, quand vous jouez à Zelda, vous faites pas de l'e-sport. Vous jouez seul. C'est très narratif. Voilà, je suis sûr que vous êtes tous des grands joueurs de Zelda. Mais malheureusement, je ne pourrais pas vous accueillir sur mes événements. Quand vous êtes dans l'e-sport, vous devez effectivement avoir cette idée de compétition, d'affrontement, où vous allez démontrer généralement devant un public que vous êtes le meilleur sur tel ou tel jeu. Donc il y a plusieurs, je vais pas m'étaler, mais il y a plusieurs types de jeux. Mais les grands types de jeux qu'on connaît très bien, c'est ce qu'on appelle les FPS, les jeux de tir, de combat. Vous avez les jeux d'arène, League of Legends, tout le monde en a entendu parler, même s'il comprend pas forcément comment ça fonctionne. Et puis les jeux sportifs comme FIFA, NBA 2K, etc. Et enfin les jeux de VS Fighting. C'est les grandes catégories de jeux et dès qu'on annonce ces titres comme Street Fighter, comme FIFA, comme League of Legends, comme Counter-Strike, on imagine tout de suite la confrontation entre joueurs ou entre équipes. Et donc c'est vraiment cette partie-là du jeu vidéo sur lequel on est en train de bâtir un écosystème, allez, on va dire marketing très spécifique qui peut être très loin du monde du jeu vidéo traditionnel. Et donc se pose la question, puisque ce sont des tournois, que les gens doivent être physiquement présents pour jouer l'un contre l'autre, comment on fait? Comment le business model a
a évolué en quelques mots Oui. par rapport au confinement? Donc avec la crise, vu qu'on ne pouvait plus créer d'événements où le public pouvait, au même titre que le football en fait, hein, quand vous regardez ce qui se passe, on a eu une coupure nette des matchs de football pendant quelques semaines voire quelques mois, et ensuite on est revenu avec des joueurs dans des stades vides. Ben, c'est la même chose, c'est-à-dire que on a coupé nous toute la partie événementielle, qui a fait très mal, hein. Il y a eu beaucoup de, même s'il y a une sorte d'idée préconçue, tout le monde a entendu dans les médias, le jeu vidéo a explosé pendant le confinement, c'est énorme, il y a des jets privés et des Mercedes qui se vendent à l'appel dans ce secteur. Oui, c'est peut-être vrai pour les grands éditeurs. Donc dans ce qu'on appelle le jeu vidéo, les ayants droit ont pu effectivement vendre beaucoup de jeux ou développer énormément leur base de joueurs, donc forcément leur business. Mais ceux qui sont dans l'événementiel, puisque c'est ça dont on parle, l'e-sport c'est être basé sur l'événementiel, ont souffert au même titre que toute l'industrie de l'événementiel. On a fini les événements, fini la billetterie, fini la vente de stands, et tout ça, c'est ce qui fait vivre nos événements. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on est parti sur des événements en ligne. Donc les joueurs restent en ligne, les commentateurs restent en ligne, et on essaye de chez soi de se connecter aux différentes parties et puis d'animer les compétitions de cette manière-là. Mais du coup, le business model forcément perd énormément de sa substance, et on parle de chute d'activité de l'ordre de 70-80% de chiffre d'affaires, même si beaucoup diront que les marges peuvent être un peu plus intéressantes. Il n'empêche que à côté de ça, il faut faire vivre les équipes. Donc ça a été très très dur à vivre pour beaucoup. Donc tout ça évolue petit à petit. On est en train maintenant d'apprendre notre expérience, de faire évoluer notre business model, et j'espère que même avec le retour d'une situation stable, on va pouvoir se nourrir de cette expérience. On va en parler, merci Désiré Coussao. On a vu que le 100% digital donc, a ses limites, ne serait-ce que pour le business, donc dans l'e-sport. Qu'en est-il du côté de l'événementiel que vous évoquiez? Sa digitalisation s'est faite à marche forcée, avec plus ou moins de réussite. Stéphane Gambier, là encore, histoire de partir sur de bonnes bases, venez nous raconter ce que vous faites à ABAC et ce qui s'est passé finalement pour vous, l'aventure que vous avez vécue depuis mars 2020. Oui, je crois que comme le disait Désiré, mais les choses ont évolué, en tout cas pour l'événementiel, ce qui est le cas pour nous, puisque l'activité s'est arrêtée d'un coup en mars l'année dernière. Et après le premier confinement, on s'est réinventé sur des studios en fait, de télévision, parce que les gens étaient à la recherche de pouvoir communiquer, mais avec une communication de qualité, donc un peu loin des systèmes de visio qui ont émergé à ce moment-là, et un peu comme on est aujourd'hui, avec une véritable qualité. Ce que vous dites, parce que vous êtes poli, c'est que quand tout le monde s'est enthousiasmé en disant on va tout faire sur Zoom, la qualité des caméras personnelles des gens sur leur ordinateur personnel était relativement médiocre. Donc offrir une solution professionnelle, ça c'est assez évident, quoi. Totalement, ça s'est très vite imposé, je crois, aux organisateurs d'événements, aux entreprises. Je pense que avec un an de recul aujourd'hui, parler aux gens de réunions Zoom ou Teams, et tout le monde dit que c'est plus possible, hein, c'est vrai que c'est très, très ennuyeux, alors qu'aujourd'hui on arrive quand même à avoir une qualité comme on l'a aujourd'hui, avec un écran LED, avec des caméras, avec une véritable équipe, et ça c'est important, quoi. Concernant cette période, comme le disait Désiré, effectivement l'événementiel s'est arrêté. Pour nous, on a eu la chance aussi, on est intégrateur audiovisuel, donc on installe des salles de réunion, des amphithéâtres, des showrooms, et en fait l'autre partie, donc la partie indoor chez ABAC, a été boostée parce que les gens ont mis en place des systèmes de communication unifiés, des salles de conférence plus petites mais plus nombreuses, et ça s'est généralisé. Donc globalement, on a pu, on va dire, limiter la casse, quoi. Parce que vous marchiez sur ces deux jambes, justement. Oui, totalement. ABAC, c'est une activité donc d'intégration et une activité événementielle, donc qu'on appelle ABAC Live. 70% étaient réalisés par l'intégration, et je veux dire, heureusement aujourd'hui, ça nous permet de passer cette période compliquée plus facilement, quoi. Et aujourd'hui, les entreprises sont plus réceptives au fait, davantage réceptives au fait d'avoir des studios de qualité professionnelle, parce qu'avant on se contentait de trucs un peu, bon, ça va. Maintenant, ils se disent non, il faut qu'on ait notre propre outil chez nous. Non, je crois qu'effectivement, alors il y a les deux solutions, hein. Soit on installe des studios qui sont éphémères d'ailleurs dans les entreprises, chez eux. Beaucoup pour une crainte, je pense, de créer entre guillemets un cluster avec des gens qui viennent de l'extérieur, etc. Préfèrent venir dans un lieu qui est prééquipé comme celui-ci aujourd'hui. Donc on
on a un mix, mais la qualité, en tout cas, est vraiment à la demande, quoi. D'accord, très bien. De votre côté, Manuel Hébert, vous allez nous présenter dans les grandes lignes ce qu'est Dépêche Event et nous faire un retour d'expérience sur ces événements qui sont devenus, par définition, 100% digitaux. Est-ce que vous partagez un petit peu l'analyse de Stéphane? Comment ça s'est passé de votre côté? Alors moi, je suis en charge de la filiale événementielle du groupe La Dépêche du Midi et je suis en charge des événements grand public et des événements professionnels. Pour le grand public, grosso modo, 2020, ça a été une année où il ne s'est pas passé grand-chose. Par contre, sur la partie professionnelle, on a en effet utilisé les outils digitaux qui étaient mis à notre disposition avec un objectif premier qui était de faire vivre la marque. La nature ayant horreur du vide, il nous paraissait important de ne pas manquer une année sur une marque B2B. Et on a... Fait dans ces cas-là, on gamberge, on phosphore, Oui, alors on observe beaucoup déjà, Ouais. parce que les bonnes idées viennent aussi et souvent de l'extérieur. Et puis, on essaye d'adapter aussi par rapport à son propre portefeuille. En l'occurrence, sur un événement sur la cybersécurité, nous, ce qu'on a souhaité faire, c'était des podcasts. Les podcasts de la cyber. On est sur une dynamique de démocratisation et d'éducation autour de la sécurité numérique des entreprises. Et on s'est dit que le format podcast pouvait être une bonne solution pour faire vivre la marque, gagner en notoriété et puis acquérir du lead. Après, sur un autre format, un format de festival qui s'adressait aux jeunes, qui s'appelle TubeCon, un festival d'influenceurs. En 2020, notre objectif, c'était d'accueillir 10 000 jeunes au Zénith de Toulouse. Alors bien évidemment, c'était impensable. Et plutôt que de proposer un ersatz, quelque chose un petit peu plus fat par rapport à la version initiale, on s'est dit il faut vraiment qu'on réfléchisse à autre chose et que cet événement qui s'appelle TubeCon, cet événement propose une expérience totalement différente. Et ça a été vraiment ça notre base de réflexion par rapport à l'événementiel. Comment faire d'un événement physique un événement différent sans que ce soit beaucoup plus fade? Parce qu'on ne peut pas tout digitaliser. Ça a été un grand apprentissage aussi cette année. Digitaliser des conférences qui ont un intérêt en réel, eh ben, il n'a pas forcément le même. Il faut avoir des outils, mettre en place des outils différents. Donc voilà, ça a été toute cette réflexion. Il y a un aspect sociologique qu'on n'évoque pas d'ailleurs aussi, c'est qu'on ne se voit plus entre humains quand on est à distance du numérique. Et de temps en temps, juste avant cette émission, Stéphane, vous disiez vous étiez en réunion Zoom et vous aviez l'air complètement épuisé. Dire, je sors d'une heure de réunion Zoom, on est lessivé, quoi. Alors, Oui, pourtant c'était un apéritif digital. Ouais. Mais bon, la convivialité. trop la fête. Youhou, un apéritif digital. La convivialité n'y est pas, mais voilà, effectivement, la nature ayant horreur du vide, on essaye de se réinventer, on essaye des solutions, mais c'est évident que ce que nous a donné la technologie et la digitalisation avec ses qualités, l'avantage c'est qu'on a continué à pouvoir communiquer, mais évidemment, la convivialité et le fait d'aimer se retrouver et d'être ensemble, ça c'est quelque chose qui pour l'instant n'existe plus, quoi. Alors, le constat est un petit peu partagé, puisque sur le dernier événement dont vous parliez, Anne-Manuelle, considéré au départ comme une rustine, pas franchement, parce que vous avez réfléchi, donc vous avez bien gambergé là-dessus, mais je vous taquine volontairement, peut-être un pis-aller, finalement, divine surprise en termes de fréquentation. Ouais. Complètement. Je vous disais que notre objectif, c'était d'accueillir 10 000 jeunes au Zénith de Toulouse. TubeCon version Covid-proof, comme on l'a surnommé. On a fait évoluer le nom aussi de TubeCon pour l'appeler TubeCon The Weekend. Et le principe, c'était d'accueillir une dizaine de talents dans une villa et de créer du contenu pendant 48 heures et de les relayer sur les réseaux sociaux. Et ben, en 48 heures, on a fait plus de 12 millions de vues. On aurait eu du mal à mettre 12 millions. Un succès qu'on n'aurait pas eu, ouais. c'est certain, si on avait maintenu la version initiale. Donc c'est un vrai apprentissage aussi que cette année de résilience. Ça a été, en tout cas pour ce format grand public à destination des jeunes, nous notre cible c'est les 10-17, hein, donc des jeunes très connectés, notamment sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, c'est ça nos deux tuyaux principaux. Et ben cette formule, elle a super bien fonctionné. Donc
oui, ce format digital avec finalement le physique qui devient exceptionnel. Avant, on était le physique et le digital, c'est exceptionnel. Maintenant, c'est l'inverse, en l'occurrence pour TubeCon, puisqu'on a fait gagner sur ce format des golden tickets, un petit peu comme Charlie et la chocolaterie. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Oui, on a la référence. Voilà. Donc, on a fait gagner des golden tickets à des fans. Qui était Willy Wonka à la fin? Les Eh ben, influenceurs? on avait, oui, bien sûr, on avait nos influenceurs on avait plusieurs Willy Wonka et une dizaine de jeunes qui sont venus rencontrer leurs stars du web en vrai, in real life. Donc voilà, c'est étonnant aussi de voir comment le paradigme change. Oui, il change, donc il n'y a pas besoin finalement d'être grand clair pour se dire que la solution passera sans doute par un mix entre les deux. Je m'adresse un peu à tout le monde, le présentiel et le distanciel, ce qu'on appelle parfois un événement hybride. On revient avec vous, Désiré. Les tournois qu'on appelle LAN sont-ils par essence conçus pour être hybrides? C'est-à-dire, évidemment... Oui, oui, c'est une très bonne remarque. Effectivement, depuis la naissance, l'e-sport est une pratique qui se joue en ligne. Donc, on est forcément dans un univers hybride, même si jusqu'à maintenant, enfin jusqu'en début 2020, c'était très clair que les joueurs dans une LAN partie devaient être sur place. Mais effectivement, malgré que tous les joueurs soient sur place, ils se connectaient en ligne pour pouvoir s'affronter. Maintenant, il se trouve que avec la pandémie, il a fallu revenir aux sources finalement de l'e-sport et renvoyer les joueurs à distance de chez eux. Mais ça a entraîné énormément de problématiques qui sont les problèmes d'équité entre les joueurs, entre celui qui a une bonne, une mauvaise connexion, un bon ou un mauvais PC, les problèmes de triche parce qu'on ne sait pas qui forcément est derrière l'écran. Est-ce que c'est vraiment la personne qui est là? Et les problèmes aussi de fusion avec le public, comme au foot, hein, quand vous avez un stade, c'est le 12e homme, hein, et ça vous le perdez clairement quand vous jouez en ligne. Donc il faut aujourd'hui imaginer de quelle manière on peut malgré tout se nourrir de toute l'expérience qu'on a accumulée grâce à j'allais dire grâce à cause de cette pandémie. Non, mais Et comment on peut c'est bien. notamment ce côté très éditorial qu'on a créé depuis qu'on est en ligne, parce que c'est vrai que quand on est finalement sur place, les visiteurs ils se nourrissent un petit peu à gauche à droite dans l'événement de ce qu'ils trouvent, et lorsqu'on est en ligne tout de suite, si on veut garder notre audience captive, il faut créer une trame éditoriale. Un événement e-sport, c'est pas 1 heure, c'est pas 1 heure et demie, c'est minimum une journée, 2 jours, parfois 3 jours. Je prends l'exemple de la Gamers Assembly, hein, c'est 3 jours, et pour garder une audience captive pendant 3 jours, il faut une vraie trame éditoriale. Et on s'est rendu compte avec ce basculement en événement hybride que ça valait le coup, même si on devait revenir à des événements physiques, de garder cette dimension hybride en allant capter cette audience online, et malgré tout en la faisant participer à nos événements. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée, je dirais presque de cette crise, c'est de nous avoir appris que malgré tout, on pouvait créer du contenu à valeur ajoutée à distance, même si on devait revenir en physique. Stéphane Gambier, du côté de l'événementiel, même constat? Ça va s'imposer, ce type d'événement? Donnez-nous quelques exemples. Moi, je pense, effectivement, ici, on appelle Stadium Live l'expérience phigitale. Donc, c'est un mot barbare, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, puisque l'idée, c'est de pouvoir réunir des gens à distance et une partie de gens physiquement en présentiel. Donc, ça, c'est quelque chose, à mon avis, dans les mois, voire les années à venir, qui va subsister. Après, je pense que les contrôleurs de gestion et les directeurs financiers ont aussi fait leur compte assez rapidement, et je pense que le fait qu'il y ait moins de frais de déplacement, moins de frais d'hébergement, moins de frais de restauration, etc., ça va bouleverser. Enfin, moi, j'en suis intimement persuadé, surtout sur des groupes internationaux qui avaient l'habitude de faire venir des gens du monde entier. Ça, il va y avoir certainement un ralentissement. Donc, oui, je pense que les formats hybrides vont continuer à exister. Et pour rebondir sur ce que disait Anne-Manuelle tout à l'heure sur l'audience donc des jeunes, c'est aussi très vrai pour les entreprises, parce que actuellement, des
des événements d'entreprise, fin l'année dernière ou autres, qui réunissaient, on va dire, 350 VIP dans un même lieu, on va dire sur un one-shot pendant 2 heures. Aujourd'hui, des événements faits en décembre, que tu connais bien d'ailleurs, Boris, ont été revus plus de 17 000 fois sur les plateformes YouTube ou chaînes internes de l'entreprise. Donc, ça va changer les règles, je pense, en termes d'annonceurs, en termes de sponsoring, etc. Donc, les choses ont bougé, ouais. Je vais me faire quand même l'avocat du diable parce qu'il y a une petite dimension, et là je vais m'adresser à Anne-Manuelle et à Stéphane, une petite dimension qui manque, c'est que certes, quand on a 300 personnes, on va démultiplier avec le numérique, mais quid du réseautage justement? Parce que ce côté humain, et a fortiori donc à Toulouse, à Paris, dans les métropoles, on sait que c'est l'occasion. Parfois, les gens se concentrent un petit peu sur l'événement en soi, et puis c'est derrière, à la faveur de l'apéro, qui n'est pas un apéro Zoom, un apéro réel, on va commencer à tisser d'autres liens. Donc pour le business, on n'a pas encore trouvé la solution pour ça, Anne-Manuelle. C'est clair, ça me rappelle à l'époque quand les gens disaient avec les emails, l'événementiel c'est mort, les salons B2B c'est fini. On s'est rendu compte que pas du tout. Pourquoi? Parce que la relation humaine, elle reste indispensable. Moi, je vois vraiment le digital, comme tu le disais tout à l'heure, comme un amplificateur. L'opportunité de faire vivre un contenu au-delà même de l'événement. Après, en termes de réseautage, de networking, il est certain que se rencontrer en ligne n'a pas la même saveur que de se rencontrer dans la vie réelle, et l'un ne va pas sans l'autre. En fait, aujourd'hui, demain, on s'enverra peut-être un petit email pour se remercier de cette table ronde. Mais ce sera partie de cette rencontre en réel. Voilà, c'est l'un et l'autre aujourd'hui. Ça veut dire que quand même les deux vont cohabiter, vont coexister, parce qu'on peut avoir un moment de balancier. On va sortir à un moment donné de la situation actuelle, on en est tous convaincus. Il risque d'avoir un moment de balancier où tout le monde va vouloir se voir, il y aura des choses à foison, où il y aura peut-être un peu plus d'humain. Et ensuite, eu égard au fait qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt à ce type d'événement hybride, ça va s'équilibrer et les deux vont coexister. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane ? C'est une évidence. Enfin, je veux dire, sur un événement digital, il y a quand même un côté très froid. On se voit à travers d'écrans interposés et il y a pas ce réseautage, comme tu disais, ou cette convivialité qui permet de rencontrer, qui permet de faire son réseau, de faire du business. On le voit d'ailleurs sur des actes de vente, hein, où les commerciaux aujourd'hui de certains groupes n'ont plus le droit de se rendre chez des clients. Ça se passe derrière deux caméras et le résultat n'est plus le même. Donc j'espère en tout cas qu'on reviendra quand même avec beaucoup de présence physique, quoi. Alors, il y a quand même des avantages à ces événements. Comment on dit? C'est quoi le terme? Rappelez-moi. Figital. Je m'y ferai jamais. Vous avez réfléchi à la piste de la gamification des e-events. Qu'est-ce que c'est la gamification? Oui, parce que ça aussi, c'est un des inconvénients des événements digitaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'attention calculée, je crois, scientifiquement, elle est de 8 minutes derrière un écran. Donc sur un événement comme le nôtre aujourd'hui, qui dure 45 minutes, qui sera encore derrière son écran, je ne sais pas. Mais je pense que c'est hyper important de capter l'attention des gens, en fait, en faisant du collaboratif, en faisant de la participation. La gamification, comme on l'appelle, le terme n'est pas forcément très, très, très beau aussi, mais c'est de pouvoir justement les faire participer à des questions-réponses, à des chats, avoir une interaction, mais aussi traduire ces éléments-là via des aspects comme des jeux vidéo de personnages qui vont se déplacer, qui vont gagner une course, qui vont gagner un prix, parce qu'on a fait aussi des événements où il y avait des prix, des prix. Ça, vous sentez que les gens sont réceptifs, ça marche bien? Oui, ça beaucoup prend. plus, ouais. Ouais. Oui, ça permet d'être derrière l'écran, et je pense que c'est quelque chose qui prend. On travaille avec des gens qui sont spécialisés comme SparkUp, par exemple, aujourd'hui, et qui amènent cet élément un petit peu nouveau. Ça se voit encore pas beaucoup, mais au moins les gens ont l'impression de collaborer, quoi. En fait, on va être un peu cynique. Finalement, cette crise a rebattu pas mal de cartes et ça. Alors, je ne sais pas si on a le dos au mur ou si on anticipe, mais en tout cas, ça oblige à s'adapter, à inventer des nouvelles formes, Anne-Manuelle, et d'être créatif. Oui, c'est C'est certain. un bénéfice collatéral quand même. Est-ce qu'on était un peu dans notre train-train habituel? Je me fais souvent l'avocat du diable, hein, c'est le principe, mais Ouais. que là, c'est venu rebattre les cartes et dire il faut qu'on se tire. Alors certains ont dit que la crise de la Covid, c'était un petit peu ce qui s'est passé pour l'industrie de la musique, enfin, pour l'événementiel, ce qui s'est passé pour l'industrie de la musique à l'arrivée du streaming.
Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, ça nous a obligés à nous remettre en question, ça c'est sûr. Après, concrètement, si vous posez la question à beaucoup de nos homologues dans l'événementiel, Désiré l'a dit tout à l'heure, c'était une année difficile en termes de monétisation, en termes de retour sur investissement. Donc, le souhait qu'on émet aujourd'hui, c'est de pouvoir relancer l'événementiel physique et de l'enrichir par du digital. Parce que la monétisation du 100% de digital, elle est complexe. Hein, en tout cas, aujourd'hui, il y a plein de conférences sur comment monétiser le podcast, comment monétiser tel webinar, etc. Ça veut bien dire qu'on n'a pas encore forcément trouvé toutes les formules. Donc, Il y a quand même des avantages, notamment sur le B2B, il y a des avantages offerts. mais ça, c'est certain. Mais comme vous le dites, hein, cette année, ça a été une année d'accélération. Et pour ceux qui ont eu la chance d'être encore, ceux qui ont la chance d'être encore là aujourd'hui, ce sera une année d'apprentissage qui va nous permettre d'avancer plus loin et de proposer de nouvelles expériences à nos clients. Mais déjà, en un an, c'est quand même assez fou, hein, ce qui s'est passé, et l'évolution, l'adaptation. Alors, c'est fou, ouais. je le répète à nouveau, à marche forcée, mais en tout cas, évidemment, tout à l'heure, j'étais volontairement cynique et je me faisais l'avocat du diable. Évidemment, il y a beaucoup de casse et c'est quand même très, très grave sur un plan social et économique. On en est tous d'accord. D'un autre côté, sur ce qui reste et ceux qui sont encore debout, là, il a fallu avoir 3 idées à la minute et se réinventer très rapidement. Et ne serait-ce qu'en un an, on a vu comment ça a évolué, et les habitudes et puis des choses qui émergent. On n'aurait jamais dit ça, finalement, qu'il y a des choses qui vont pouvoir peut-être s'ancrer. Et notamment la dimension, tu parlais de gamification tout à l'heure, c'est aussi remettre l'utilisateur au cœur et d'être spectateur à acteur. Et ça, c'est aussi une dimension qui est intéressante dans ce qu'on a pu aussi voir pendant 2020 sur l'événementiel. C'est on a sollicité aussi l'audience pour participer à, en effet, donner son avis, avoir l'opportunité de participer à tel club de discussion, etc. Et c'est des choses qui n'existaient pas forcément dans l'événementiel. Donc c'est vraiment des pistes super intéressantes pour cibler encore plus les audiences dans un écosystème large. Donc c'est vrai. A posteriori, j'ai hâte de dire dans quelques années, c'est génial, ça nous a vraiment permis de gagner en compétences et financièrement. Alors, de votre côté, Hugo, à la faveur, là encore, à cause de cette crise sanitaire, il y a des choses qui se sont accélérées. On a vu notamment le rapprochement des équipes de sport qui ont leur propre section e-sport, donc une nouvelle synergie qui existe. C'était déjà un phénomène, mais est-ce qu'il a été accéléré par cette crise-là ? Alors il a été accéléré, oui, c'est-à-dire qu'on voit aussi bien des clubs de sport que des sportifs eux-mêmes aller vers le jeu vidéo. Et ce qui était intéressant, c'est de voir en fait l'image qu'a le grand public du jeu vidéo et l'image qu'a le grand public des sportifs. Le jeu vidéo, quand on dit qu'on est joueur de jeux vidéo, grosso modo, on est infantilisé. Je vulgarise bien entendu à outrance, et quand on dit qu'on est sportif professionnel, on est plutôt sacralisé. Je dis par exemple Kylian Mbappé, on se dit dans notre esprit que jamais on ne va pouvoir le rencontrer, jouer avec lui, etc. Parce que pour nous, c'est une superstar. Par contre, si on parle de quelqu'un qui est sur Twitch, comme évoqué Anne-Manuel, ou etc., c'est des personnes qui nous paraissent proches. Parce que justement, il n'y a pas cette sacralisation-là. Donc, finalement, on a vu beaucoup de sportifs s'intégrer dans l'écosystème de l'e-sport, mais pas dans l'e-sport compétitif, c'était plus de l'entertainment, donc du divertissement par le jeu vidéo avant même de parler d'e-sport, à travers les plateformes de diffusion. Et là, oui, il y a un rapprochement drastique entre des sportifs, des e-sportifs et des joueurs de jeux vidéo qui ont fait que finalement les deux univers ont commencé à se côtoyer, les clubs en ont pris pleine conscience des opportunités à avoir, parce que quand tous les matchs, je crois que c'est Désiré tout à l'heure qui parlait que pendant des mois et des mois, les matchs étaient arrêtés, ça veut dire pas de communication, les salaires qui devaient continuer à être payés, qu'est-ce qu'on fait ? Donc qu'est-ce qu'on fait ? On peut s'orienter vers de l'e-sport, et ça s'est vu avec des tournois de Formule 1 qui ont été faits justement à travers des jeux vidéo, des tournois des compétitions de foot par exemple à travers la Liga
en Espagne qui a été faite avec un représentant de chaque club pour faire les compétitions. Donc oui, des rapprochements ont eu lieu et on a même vu depuis très récemment des sportifs professionnels actuels ou en fin de carrière s'intégrer dans des clubs e-sport. Ce qui est intéressant, c'est que les sportifs professionnels connaissent le haut niveau et la compétence des joueurs d'e-sport. Eux, ils les respectent terriblement parce qu'ils savent ce qu'ils savent faire, une souris, un clavier à la main ou une manette à la main. Même si le grand public, à part les fans absolus d'e-sport, c'est un peu le syndrome qu'il y avait à une époque. Il y avait les joueurs de tennis de table qui étaient considérés par d'autres sportifs comme étant des nuls. Et dès qu'ils faisaient des tournois, ils disaient « je te donne 20 points et tu essaies d'en marquer un contre moi ». Les gens de Formule 1 ou des gens du foot, ils avaient un énorme respect pour ces gens-là parce qu'ils voyaient la compétence sportive. Et là, on sait que certains joueurs professionnels de foot ont beaucoup de respect, ils sont devant leur idole quasiment de celui qui est champion de FIFA. C'est exactement ça. Moi, un événement qui m'a marqué particulièrement pendant le confinement, c'est des joueurs professionnels de top 14, de Ligue 1, etc., qui sont venus à notre rencontre pour justement pouvoir s'intégrer dans ce milieu-là et savoir comment s'y intégrer, et qui finalement, eux-mêmes qui étaient des stars ou même des grosses stars dans leurs univers, avaient l'objectif, eux, de rencontrer leurs stars dans le jeu vidéo. Et c'était super intéressant parce qu'on n'imaginait pas finalement ces deux côtés-là. On imaginait toujours que c'était montant vers le sport, alors qu'au final, pas du tout. Les sportifs sont aussi passionnés par le jeu vidéo. Et ce qui était intéressant aussi d'évoquer, c'est que les sportifs sont en général assez jeunes. Finalement, on est sportif professionnel. Pour la plupart des sports relayés en France, c'est avoir moins de 30 ans, moins de 35 ans. Donc, comme à peu près tous les jeunes, si je considère les moins de 35 ans comme jeunes, bien entendu, j'en fais partie encore, je touche du bois, du coup, ils en font aussi partie. Et donc, c'est des consommateurs réguliers, donc c'est ça qui est intéressant. Désiré, on est retraité à quel âge dans l'e-sport ? Dans l'e-sport, effectivement. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans l'e-sport, lorsqu'on a fini une carrière d'e-sportif de haut niveau, souvent, je veux dire, on va dire que le paysage est suffisamment vierge pour que les reconversions se fassent assez facilement. Et elles se font notamment dans l'influence. On voit beaucoup d'anciens joueurs e-sport qui ont leur chaîne Twitch et qui vont du coup vivre de leur image et de leur influence, ou alors qui vont intégrer des structures e-sport, soit des équipes ou des organisations, pour apporter leur expérience et le savoir-faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez particulier à l'e-sport, puisque c'est une scène jeune qui accélère, avec une croissance qui est quand même assez forte et qui permet de se reconvertir. Mais oui, clairement, à partir de 30 ans, les réflexes sont plus les mêmes, on retrouve les mêmes limites qu'on trouve dans le sport. Mais pour rebondir sur tous les commentaires d'Hugo, effectivement, il y a une proximité entre le monde du sport et le monde de l'e-sport pour plein de raisons. Le modèle est le même. On retrouve évidemment les joueurs, les équipes, les sponsors, les coachs, les événements. Donc tout ça fait que on retrouve les mêmes mécaniques que dans le sport, et on voit de plus en plus même d'investisseurs dans le monde de l'e-sport. Quand on pense à Tony Parker à Lyon qui monte son académie, Yannick Agnel qui rejoint MCES, la Team Vitality qui a pris les deux derniers champions olympiques de canoë-kayak dans leurs équipes de préparation. Donc cette proximité entre le sport et l'e-sport s'accélère, et même vous l'aviez plus ou moins évoqué tout à l'heure, des équipes comme Monaco, l'équipe de foot de Monaco, comme l'équipe de foot de Nantes, comme l'équipe de foot de l'Olympique Lyonnais, le PSG, qui ont tous créé leur section e-sport, au départ juste sur le jeu FIFA, mais qui de plus en plus maintenant élargissent leur gamme de jeux pour réellement rentrer dans l'écosystème e-sport avec des titres oui. Pour être un peu méchant, certaines équipes d'e-sport des clubs de foot français sont meilleures que leurs homologues, enfin que leurs collègues de l'équipe officielle. Oui.
Absolument. Alors ça, c'est aussi dû au fait que comme le marché est encore jeune, les moyens financiers qu'une équipe de sport peut injecter dans l'e-sport permettent tout de suite de performer avec des préparations mentales, physiques, psychologiques qu'un club, je dirais, e-sport traditionnel n'a pas. Donc tout de suite, ça fait monter le niveau et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dès qu'on voit des équipes sportives rentrer dans le monde de l'e-sport, ben on voit tout de suite une surperformance assez rapide. Alors c'est pas une règle absolue, hein, mais oui, c'est ce qu'on peut constater effectivement. Alors je vous propose qu'on fasse un dernier tour de table. Vous êtes dans vos analyses tous d'accord. Le modèle hybride, ce sera un modèle d'accélérateur d'audience et ce sera sans doute le futur de l'e-sport et de l'e-event. Quelques mots pour conclure, Stéphane? Oui, je crois que ça sera effectivement le modèle de demain, dans cette période très difficile, parce que on ne peut pas dire qu'elle n'a pas été stressante, hein, pour un chef d'entreprise, etc. C'est quand même très compliqué, mais avec un an de recul maintenant, même si on est toujours à peu près dans la même situation ou pas loin, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'homme sait se réinventer, qu'on trouve de nouvelles solutions, qu'on arrive à subsister tout simplement, mais y compris dans nos métiers de communicants. Et je pense que c'est très important. Et ce qu'on voit aussi sur le plan de la technique ou de la technologie, c'est que les outils qu'on utilise ont énormément évolué en un an, mais de manière absolument incroyable. Et on peut réaliser aujourd'hui des choses qui n'étaient même pas pensables il y a un an. Certains disent en fait que la digitalisation de l'événementiel, la Covid a été un accélérateur en fait, et qu'on a gagné 5 ans. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la technologie, elle, c'est accéléré, et donc on ira, je pense, vers des modèles effectivement hybrides. J'espère qu'on trouvera des mots un peu plus jolis d'ailleurs pour en parler, mais voilà, on y Figital. Non, je m'y ferai pas du tout. Anne-Manuelle, vous partagez Oui, je partage complètement. Un élément quand même, c'est le digital, ça coûte cher. On l'a évoqué tout à l'heure, hein, utiliser des solutions pas chères, quelquefois, on n'a pas forcément le résultat attendu. Donc, ces solutions hybrides, elles font évoluer le modèle. Hein, mais c'est aussi la nécessité d'aller chercher des revenus complémentaires. Alors, bien savoir monétiser l'audience digitale. Ça a l'air crucial. Hein, Ouais, pour avoir aussi on va dire, les éléments de langage pour convaincre les sponsors, les clients à investir aussi dans des formats digitaux. Ça, c'est un travail qui va être à mener, je pense, vraiment dans les prochains mois. Mais sinon, c'est avec des perspectives de reprise et puis le développement des outils, c'est vrai que ça permet quand même à la créativité des équipes et de la famille événementielle d'envisager des choses intéressantes. Ouais. Merci Anne-Manuelle. Quelques mots désirés de conclusion. On finira avec Oui. le jeune retraité Hugo qui a 30 ans, donc qui serait retraité au niveau de l'e-sport s'il pratiquait à haut niveau. Désiré. Oui. Moi, je veux vraiment sortir sur une note positive. Hein. Je vais prendre un exemple très concret avec notre dernière Gamers Assembly qui a eu lieu il y a 2 semaines, qui était sur un format hybride, c'est-à-dire avec un plateau télé sur place avec des animateurs et quelques contenus de type échange, interview, table ronde, talk, etc. Et en fait, on s'est rendu compte vraiment que ce nouveau format nous a permis d'accélérer et d'exploser même nos audiences. Hein. On parle de quasiment x10 en termes de spectateurs uniques. Je crois qu'on a fait 350 000 spectateurs uniques sur le week-end, là où d'habitude on en faisait 40 000. Donc c'est assez important. Pareil au niveau des compétitions. D'habitude, quand on est physiquement à Poitiers, dans le parc d'exposition de Poitiers, on a 2500 joueurs qui se déplacent pour jouer avec leur PC, leur manette et tout. Et on est limité finalement. Et là, en le faisant online, on est passé de 20 tournois à 5 tournois pour des raisons opérationnelles.
et on est passé de 2500 joueurs à 8000 joueurs. Donc on voit bien que ce format online nous permet quand même, et en termes d'audience et en termes de participation, d'exploser les scores. Donc ça serait dommage de revenir en arrière finalement au moment où on va revenir dans le monde physique en présentiel entre guillemets, et de perdre du coup cette opportunité de continuer à faire croître et notre audience et notre participation. Donc voilà, il va falloir trouver la bonne formule, bien sûr, mais clairement il y a quelque chose à faire pour continuer à bénéficier de cette expérience qu'on a pu accumuler en quelques mois de crise sanitaire. Merci Désiré, on est sur la bonne voie donc. Hugo, vous aurez le dernier mot. Pesez soigneusement vos mots si vous faites des blagues sur l'âge. Compliqué de finir après tout le monde. Moi, je dirais qu'on a été adaptable. On a réussi a priori à relever les défis de l'année dernière. On espère qu'il n'y aura pas trop d'embûches et de défis cette année en supplément. Il y aura forcément des modèles à revoir et à améliorer, ça on en est tous persuadés. Tu parlais justement de la gamification et de l'engagement et de la monétisation de l'audience en ligne, c'est tout à fait vrai. Moi aussi, l'inquiétude que j'ai, et c'est pour ça qu'on est adaptable, mais à la fois il nous faut une visibilité, on va dire à moyen et long terme, pour nous, mais également pour nos sponsors. Anne-Manuel en parlait, c'est-à-dire que des sponsors qui jusqu'à présent finançaient du sport ou des actions à droite à gauche, que ce soit en B2B, en B2C, vont avoir la nécessité d'être rassurés. Et on doit être là pour les rassurer et pour les engager vers d'autres types d'événements. Parce que des événements comme on propose à travers le TubeCon qu'évoquait Anne-Manuel, ou d'autres engagements qu'on fait en présentiel, c'est plusieurs mois de travail. Ça va de 6 mois, 9 mois jusqu'à 1 an. J'ai eu la chance de travailler avec Désiré Coussavo sur l'Occitanie e-sport, géré par la région Occitanie. On a dû s'adapter relativement très très vite au premier confinement et aux premières restrictions. Donc c'est quand même beaucoup de choses. Changer de modèle quasi complètement. Tout à fait, parce qu'on devait accueillir justement pas mal de personnes du grand public, etc. Et au final, on a été en huis clos total, à devoir faire du distanciel dans l'intégralité. On a juste accueilli finalement les intervenants et les casteurs. Donc voilà, on a été adaptable, mais par contre, derrière, il faut que les structures privées, que les structures publiques aussi qui nous accompagnent, parce qu'il n'y a pas que du privé aussi qui finance l'e-sport et les événements, nous fassent confiance pour lancer de nouveaux événements. Donc ça, voilà. Encore un peu long, merci beaucoup. Le chemin sera long. Merci à tous les quatre. Cet événement s'achève. Merci à votre pertinence et pour la qualité de vos interventions. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission à l'envie en replay si vous êtes des fans. À bientôt pour d'autres rendez-vous au Stadium Live d'ABAC. Et d'ici là, portez-vous bien.